Donc, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle hebdo de l'innovation, comme tous les mercredis à 17h30. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne Twitch, à suivre la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Ça nous aide beaucoup. Pour la chaîne YouTube, vous allez sur la petite chaîne YouTube et vous faites le bouton suivre, qui est un bouton rouge, et après vous activez la petite cloche qui est mise à côté pour être mis au courant d'à chaque fois qu'on a une vidéo. Et pour Twitch, vous faites le petit bouton violet subscribe, et comme ça vous serez tenu au courant. Enfin, suivre aussi, hein. Subscribe c'est en anglais. Suivre et vous serez tenu au courant de chaque fois qu'il y a un live. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, hein, euh, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs, des omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. Donc on y va. Donc cette semaine, il y a eu la nouvelle puce d'IBM qui a été annoncée. Donc c'est sur la base de la Z16. Donc qu'est-ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est la gamme Telum d'IBM. Et en fait, l'idée d'IBM, c'est des puces spécialement faites pour l'IA. C'est-à-dire que c'est vraiment des ordinateurs qui ne vont faire que faire tourner des algorithmes liés à l'IA, du machine learning, ce genre de choses, pour essayer d'apprendre, d'entraîner des IA, et surtout, si les générations précédentes étaient encore beaucoup des modèles de recherche, depuis 2 générations, on est vraiment sur des puces qui sont plutôt vues comme des modèles industriels à vocation vraiment d'utilisation profonde dans le marché. Et donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Ce qui est intéressant aussi vraiment dans la puce d'IBM, c'est que ça n'a rien de révolutionnaire, d'accord? Sauf que la manière de gérer le cache est différente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cache dans une puce, c'est ce qui vous permet de stocker l'information à très court terme. Donc quand votre ordinateur, par exemple, ce qui fait que vous êtes capable de passer d'un onglet à l'autre, c'est que Chrome va stocker en cache des informations et va être capable de les réutiliser très très rapidement. Et donc ça, c'est une mécanique intellectuelle qui est très très importante dans l'IA, parce que comme vous avez beaucoup d'informations, les informations qui vont avoir une redondance importante, bah, il va falloir être capable de les gérer optimalement. Et généralement, quand vous faites de l'IA, la problématique que vous avez, c'est que vous saturez très vite votre cache. D'accord? Et donc là, l'intérêt, c'est la manière dont IBM a fait l'architecture de la puce, d'accord? Pour que le cache soit géré de manière optimale et qu'il y ait une capacité des algorithmes de très vite retrouver certaines informations en cache, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Ça vous montre à quel point, au-delà purement de l'innovation physique, on a réussi à faire plus petit, ce genre de choses. On a réussi à utiliser un autre matériel, ce genre de choses. Il y a aussi le côté, on a réussi à créer avec les mêmes matériaux sur la même taille de puce une manière de mettre les choses ensemble qui fait que la puce est plus performante que les générations précédentes. C'est vraiment une amélioration d'ingénierie et pas une amélioration de physique, comme vous avez souvent. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu ce dont on parle depuis souvent, c'est-à-dire la loi de Moore, ce genre de choses, la loi de Moore, généralement, c'est rarement des améliorations d'ingénierie, mais c'est souvent des améliorations de physique. Infiniment petit, des nouvelles manières de fondre, ce genre de choses. Enfin, c'est énormément de choses qui sont liées quand même à la physique, des fois à l'optoélectronique, mais c'est plus rare. Voilà. Mais c'est rarement la manière de designer la puce qui a permis de progresser. C'est vraiment la manière
physique de faire la chose qui a permis de progresser. Et ça, c'est ce qu'on voit depuis quelques années, d'accord, depuis 3, 4, 5 ans. On voit une vraie innovation sur la manière de designer les puces. Et le nombre d'entreprises qui vont designer des puces un peu différemment des autres. On en avait déjà parlé avec Cerberus, avec la plus grosse puce au monde, pour faire un supercalculateur avec une seule puce et pas une multitude de puces. Voilà, et bah tout ça c'est des améliorations d'ingénierie, on va dire. Et ça c'est intéressant, parce que comme je vous le dis à chaque fois, plus vous ouvrez le champ des possibles, plus vous allez pouvoir faire des choses. Et donc ça c'est vraiment des choses qui sont très très intéressantes. Donc voilà, bon là ils vous le disent, hein, c'est dans l'article, hein, donc c'est pas de la magie, mais c'est juste de l'ingénierie très intelligente. Là, ils vous le disent, hein, ils sont chez Christian Jacobi de IBM, vous le dit, le but c'est de permettre à chaque cœur de la puce d'avoir accès à l'information qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. Donc de travailler avec le cache de manière optimale, comme je vous l'ai dit. On va voir la petite vidéo, du coup. Et du coup, après, on finit d'en parler. Et voilà. Donc voilà, on était sur la vidéo de présentation d'IBM. Hein. Donc ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est vraiment la manière dont ils ont architecturé, le fait d'aller amener en partie avec ce système de cache, vraiment une manière de pouvoir traiter l'information et de pouvoir la stocker qui est assez proche. Alors, ok, vous n'allez pas stocker autant dans cette puce que ce que vous stockeriez dans un serveur fait pour une base de données classique. Ça c'est clair. Mais ce que vous allez essayer de faire, c'est par exemple vous dire, quelqu'un fait une transaction avec une carte de crédit, d'accord? Vous voulez savoir si cette transaction est frauduleuse. Vous allez tout de suite demander à votre IA de télécharger l'historique de transaction. Vous allez la mettre dans le cache, d'accord, de la puce. Vous allez gérer optimalement pour voir si c'est des transactions habituelles, dans les lieux habituels de la personne, ce genre de choses. Et du coup, en faisant tout ça en temps réel, vous êtes capable en temps réel de décider est-ce qu'il faut que je mette un 3D Secure, est-ce qu'il faut que j'appelle au client, est-ce qu'il faut que j'annule la transaction, ce genre de choses. Mettons par exemple, d'accord,
Vous êtes quelqu'un, classiquement, vous êtes bon, à prendre une banque classique, n'importe laquelle, vous êtes à n'importe quelle banque française, vous payez avec votre carte bleue. D'habitude, vous passez votre vie, c'est-à-dire vous n'allez pas en vacances et vous passez votre vie à la grande botte. Et là, l'appareil identifie le fait que vous dépensez pour acheter des vêtements à Nice. Bah, ce que IBM, avec sa puce, va permettre de faire, c'est récupérer toutes les informations que vous aviez au niveau de votre banque, d'accord, screener automatiquement les achats que vous avez fait, les zones d'achat que vous avez fait, et dire, attendez, là il y a un problème, c'est clairement pas la même zone, et d'habitude cette personne-là, c'est plutôt un homme qui n'achète que des vêtements d'hommes et qui a l'air de ne pas avoir de femmes, et là c'est un achat pour des vêtements de femmes. Et du coup, vous pouvez avoir un système qui va se mettre en place. Et ça, c'est des choses intéressantes, parce que toutes ces gestions quasi temps réel des fraudes, ce genre de choses, c'est des choses qui, malgré le fait que beaucoup en parlent, que Google vous en parle, etc., on est quand même assez mauvais. C'est-à-dire qu'on met généralement des carcans globaux pour des problèmes micros. C'est-à-dire typiquement, vous faites une demande sur votre carte bleue qui ne correspond pas vraiment à ce que vous faites d'habitude, automatiquement on va vous demander un 3D Secure. Et même on va vous le surdemander, parce qu'on va partir du principe qu'il vaut mieux vous le demander trop que pas assez. Et si vous voulez, bah, du coup, c'est pas quelque chose qui est positif pour votre expérience utilisateur. Tout le monde sait qu'à chaque fois qu'on vous demande un code avec ce truc-là et que vous êtes en train de taper le code, de refaire un truc, d'aller sur votre application, c'est chiant, c'est chronophage et c'est quand même pas top pour l'expérience en ligne. C'est pour ça que beaucoup de monde utilise encore PayPal, malgré le fait que PayPal soit vieux et pas aussi optimisé que certains nouveaux services. Parce que quand vous avez fait tous vos paiements par PayPal, vous êtes sûr que tous les mois, ils vont se faire en ligne, automatiquement. Et quand vous faites un paiement avec PayPal, c'est PayPal qui gère le risque et pas forcément votre banque. Et du coup, vous êtes mis un peu dans un univers où vous avez moins souvent ce système de 3 de sécure et ces problématiques-là. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes parce que vous avez en gros, en dehors des startups, hein, parce que ça, il y en a beaucoup, mais deux personnes qui sont vraiment bien en amont dans les puces pour l'IA, pas forcément sur les mêmes typologies de problèmes, mais voilà, qui sont vraiment en avance. Vous avez IBM et Nvidia, et juste en dessous, vous pouvez mettre AMD, Intel et compagnie, d'accord, mais qui pour moi sont quand même un peu en dessous. Alors après, c'est ma vision, il y en a d'autres qui vous les mettraient au-dessus. Moi je pense que le chemin technique qu'a pris IBM et qu'a pris Nvidia me semble plus intéressant que les chemins techniques qu'ont pris Intel ou AMD. Mais bon, ça c'est comme tout dans les technologies, vous avez vos idées. Après, ce qui va vraiment matcher au niveau du marché à long terme et ce qui va vraiment ce qui va être développé, bon, ça peut être autre chose, hein. Je suis sûr qu'il y en avait qui se disaient que les voitures de Tesla, ça allait pas être ce qui allait marcher au niveau du marché électrique, et pourtant c'est ce qui a fait exploser le marché. Donc voilà. Mais donc une bonne petite news pour IBM. On continue avec le premier bus de passagers autonome au Royaume-Uni, hein, qui va commencer ses essais sur la route. Donc c'est une société qui s'appelle Fusion Processing, donc ils vont prendre un bus standard sur lequel ils ont ajouté du matériel pour avoir les lidars, ce genre de choses, pour le rendre autonome. Et le but, ça va être de le faire fonctionner en mode totalement autonome. Alors il y aura quand même un assistant, hein, qui va être là pour surveiller. Mais le bus est censé fonctionner en level 4 quasiment seul, et d'après la société, il a la potentialité de fonctionner en level 5. Ça, on n'en est pas encore sûr parce qu'on l'a pas vu et c'est les premiers tests. Mais c'est intéressant. Ça va durer que 2 semaines. C'est du coup en Angleterre, c'est en Scotland. Du coup, voilà, il va falloir le suivre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que contrairement à ce qu'on voit par exemple dans les navettes, par exemple, comme on voit chez Navia, etc., là on est vraiment dans un bus classique. Donc la capacité de transport elle est plus élevée. La capacité de montée du bus est plus élevée. La vitesse elle va être plus élevée aussi, parce que là ça va aller beaucoup plus loin que juste 30 km/h. Ils espèrent pouvoir monter entre 55 et 60 km/h. Donc on est quand même sur des choses déjà d'un certain niveau.
Donc ça, c'est des choses qui vont être assez intéressantes et qu'il va falloir suivre. Parce que effectivement, si c'est une expérience qui fonctionne, ça peut laisser de la place à beaucoup de choses et vous vous rendez compte que c'est sûr que si demain on avait la capacité d'envoyer énormément de bus dans des endroits où avant envoyer un bus avec un chauffeur c'était un coût qui est trop élevé, si maintenant on a une capacité d'avoir des flottes de bus gérées par des opérateurs qui sont à distance, ce genre de choses, comme arrive à le faire Navia en ce moment avec sa flotte de navettes, bah, ça vous ouvre le champ des possibles et au niveau du transport et des modalités de transport, ça va ouvrir un champ qui va être considérable et qui du coup va permettre de redesigner les métropoles et les petits villages et ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont à suivre à long terme. Ça vous montre aussi que quasiment tout le temps, on est en train de parler d'une nouvelle société qui teste. Donc ça vous montre quand même la profondeur de l'écosystème. Là, c'est Fusion Processing. Avant, c'était Navia. Un autre moment, c'est sur les bateaux autonomes. Vous voyez que rendre de l'autonomie à des véhicules qui sont en mouvement, c'est vraiment un thème très très fort ces 3 dernières années et on est en train de faire des vrais progrès et moi je pense qu'on arrivera à l'autonomie complète sur un nombre d'outils de transport, c'est-à-dire bateaux, avions, machin, etc. dans les années à venir, hein. Avant 2030, on aura quand même à mon avis un pool d'équipements qui auront une capacité d'être autonome qui va augmenter de manière considérable. On continue cette semaine avec l'hebdo des cryptos. Donc cette semaine, bon, vous êtes plutôt avec de la baisse, avec Kyber Network qui baisse, Zilliqa, Axis qui baisse hein, et qui casse un peu un plus bas. Appcoin, après le lancement catastrophique de leur métaverse, ça baisse aussi. Phantom, Harmony, Wave, vous reconnaissez, c'est des tokens qui la plupart du temps, on les retrouve souvent ici. Donc c'est normal que quand ils montent beaucoup, bah après ils baissent beaucoup aussi. Là où il y a une vraie différence, c'est Zilliqa qui avait beaucoup monté, qui avait fait un gros bull run, qui était monté jusqu'à quasiment 15 centimes, qui là recommence à revenir dans son train baissier. Et vous avez Axis dans les jeux sur la blockchain, qui est vraiment dans un train baissier. Je vous avais dit quand ça valait 110 que c'était beaucoup trop cher et que vraiment c'était absolument incroyable d'avoir un prix aussi élevé. Bon, voilà, là on est en train de dégonfler. Moi je pense que c'est toujours très très cher par rapport au taux d'utilisation des jeux, etc. On va le voir après. Mais voilà, il y a de la place. Et après, vous avez des tokens qui ont beaucoup progressé. Donc vous avez le step in, qui est le token d'un jeu où plus vous marchez, plus vous gagnez et vous développez des chaussures que vous pouvez revendre, ce genre de choses. Pour moi, c'est la même chose, hein. Step in à l'heure actuelle, c'est comme Axis avant. Vous payez beaucoup trop cher l'entrée dans le jeu. La stabilité du modèle économique n'est pas là. Et il y a une grosse spéculation. Moi, je vous mets en garde. Je pense que c'est un token qu'il faut absolument pas avoir. Voilà. Et après, vous voyez, vous avez des stablecoins, le Trino USD, le Pax Dollar, etc. Excusez-moi. Pardon. Donc on continue avec l'adoption de cette semaine. Donc vous voyez les number of owners toujours en progression, très légère mais toujours en progression sur les top crypto. Donc ça c'est toujours un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'adresses avec 10 dollars de crypto. Donc ça c'est des choses qui vont être intéressantes pour nous. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est des choses qui nous intéresse. Au niveau des stablecoins, c'est la même chose. Vous voyez que vous avez des progressions de number of owners sur quasiment tout, sauf sur le Paxos. Voilà, avec une vraie plus grosse progression sur le Paxos Gold. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de vous exposer au gold à travers les stablecoins. Ça plaît à beaucoup de monde, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est mieux de détenir du gold que de détenir du dollar dans un moment d'inflation. Bon, ça se discute, ça c'est à vous de le discuter, c'est pas à moi. Euh, mais voilà. Ce qui nous intéresse aussi, c'est daily transfer et transfer value. Donc vous voyez que le nombre de transferts a un peu augmenté sur la blockchain Bitcoin, mais la transfer value a diminué. Donc il y a eu un peu moins de whale cette semaine et il y a eu un peu plus de microtransactions. Sur Ethereum, la transfer value a augmenté massivement et le daily transfer a baissé. Ça, c'est en grande partie dû au lancement du metaverse de App.
parce que ça a fait des grosses transactions de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ça en a fait beaucoup, avec des frais de transaction qui étaient très élevés. Donc ça a contribué à faire monter la transaction moyenne sur la plateforme. Après, on a Ripple qui a rebondi assez fortement après quelques semaines très compliquées. Bon, Polkadot, pas grand chose à dire. Vous avez Stellar qui est en progression de transfer value de 10% et en progression de daily transfer de 10%. Donc ça veut dire que bah, la transaction moyenne est à peu près la même. Vous avez Dogecoin qui est en progression de transfer value de 88%, mais de daily transfer que de 8%. Donc Dogecoin, vous êtes au courant, hein. À chaque fois qu'il y a des news sur Elon Musk, sur ce genre de choses, il y a des gros acteurs qui en achètent massivement et qui font décaler les prix. Donc vous avez énormément de volume, mais c'est plutôt des gens qui sont dans du scalping ou dans des mouvements de court terme sur quelques heures, quelques jours, grand maximum. Vous avez ICPT qui a eu une grosse transfer value en hausse de 208%, même si c'est négligeable, hein, parce que vous voyez que ça fait une transfer value de 70 millions sur la semaine, alors que tous les autres sont quasiment au-dessus du milliard, hein, sauf Algorand, Bitcoin Cash et Ethereum classique, mais quasiment tout le monde est au-dessus du milliard dans ce qu'on suit. Donc c'est quand même assez limité, mais bon, il y a eu de l'intérêt, de l'engouement cette semaine pour ICPT. Litecoin, pas grand chose à dire. Algorand, vous voyez qu'il y a eu une hausse du daily transfer, mais une baisse du transfer value. Donc ça veut dire que l'utilisation derrière a un peu augmenté, mais que c'est plutôt par des gens classiques, on va dire, et pas par des whales. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans l'utilisation et de la blockchain sous-jacente. Voilà. Au niveau des stablecoins, vous voyez que le daily transfer, il a beaucoup augmenté chez Tether, malgré le fait que la transfer value n'ait pas beaucoup augmenté. Donc ça vous montre qu'il y a quand même beaucoup de petits acteurs qui sont rentrés dans le stablecoin Tether. Donc ça c'est aussi parce que le marché des cryptos il est un peu dans une période difficile. Donc vous avez beaucoup de petits acteurs qui ont quelques dizaines de milliers sur leur compte ou quelques milliers d'euros sur leur compte qui décident de s'exposer plutôt au stablecoin pour se sécuriser. Vous voyez la même chose sur l'USDC, même si sur l'USDC, le volume, il augmente plus que le daily transfer, mais ça reste limite. Par contre, ce que vous voyez qui est intéressant, c'est sur Binance, où vous avez le daily transfer qui augmente de 32%, alors que la transfer value baisse de 22%. Donc ça vous montre vraiment que les petits épargnants de la blockchain vont massivement sur des stablecoins. Pourquoi? Parce que chez Binance, vous avez quand même pas trop de whales qui achètent du BUSD, c'est plutôt des petits acteurs qui en ont. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, ça vous montre un peu ce que fait le petit porteur de la blockchain. Donc massivement, les petits porteurs de la blockchain, ils vont plutôt sur les stablecoins. Voilà. Et vous voyez que par contre, les whales ont massivement acheté du Paxos. Hein, enfin, les whales. C'est pas vraiment des whales qui ont acheté du Paxos Gold, mais des épargnants quand même qui ont un certain pouvoir d'achat ont acheté du Paxos Gold parce que vous avez quand même une hausse de 65% de la transfer value avec un daily transfer qui s'est effondré de 31%. Donc c'est des gens qui font des transactions qui sont un peu plus hautes en volume. On continue avec l'adoption des cryptos qui reste élevée malgré les craintes d'inflation. Donc là, on parle un peu de l'adoption au niveau mondial, hein. Donc vous voyez, c'est à fin 2021, d'accord. Vous voyez, en Ukraine, on est à 5,5 avant la guerre. Donc ça veut dire que maintenant, on est plutôt à 25-30% de la population qui est sur les cryptos. La Russie, pareil, on est à 11,91% de la population. Là, on aura sûrement monté. Vous avez le Venezuela, le Kenya, les USA qui est à 8,31, avec une progression toujours marquée au S1 d'après Dapradar. Donc ça va aller vers les 10%. Donc malgré l'inflation, il y a quand même de plus en plus de monde qui s'intéresse aux cryptos. Les premiers pays, vous avez les pays qui sont full crypto bienveillants. L'Ukraine, la Russie, mais parce qu'ils sont en guerre. Mais par contre, ce que vous voyez qui est intéressant, c'est que tous les pays qui sont en dessous, c'est-à-dire Venezuela, Kenya, ce genre de choses, Inde, Brésil, c'est des pays qui ont commencé à mettre des restrictions et à essayer de mettre des taxations sur les crypto-monnaies parce que ça commence à être quelque chose d'important. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir suivre. Est-ce que ça va casser la dynamique d'adoption ou est-ce que les gens vont juste rentrer en disant bah, je ne vais pas déclarer à mon pays que j'ai des cryptos, ce genre de choses, je vais essayer de ne pas payer la taxe
et je vais passer outre et je vais créer un marché gris. Ça va être intéressant de le voir à long terme, ou même un marché noir, parce qu'on pourrait dire que c'est un marché noir dans le cas à présent. D'accord. Donc au niveau mondial, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le taux d'utilisation, vous voyez quand même que les crypto-monnaies sont avant tout utilisées dans l'Asie du Sud, un petit peu en Afrique, surtout dans la corne de l'Afrique ici, et dans l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que pour pouvoir utiliser des cryptos, il faut quand même que vous ayez un réseau informatique et un réseau télécom qui soit assez performant. Et donc ça demande quand même des choses. C'est plus compliqué au Mali, là où vous avez des connexions qui sont limitées, d'aller utiliser des cryptos. D'accord? Vous voyez qu'après l'utilisation elle est très poussée en Amérique latine parce que vous avez un intérêt à l'utilisation parce que vous avez des monnaies qui ont tendance à très fortement se déprécier dans le temps et vous avez en même temps une connexion internet de la population qui est quand même largement déployée, donc qui pousse à l'utilisation des cryptos. En 2021, la régulation elle était plutôt verte dans la plupart des pays, vous voyez, en Amérique du Sud, ce genre de choses, en Amérique du Nord, en Europe, dans beaucoup de pays. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un overlap de l'utilisation, vous voyez que les pays où c'est le plus utilisé, les cryptos, c'est souvent les pays où la régulation est la plus dure. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça prouve que les acteurs en ont peur, hein. Ça vous prouve vraiment que les acteurs en ont peur. C'est-à-dire que quand ça commence à devenir important pour certains pays, eh ben, vous commencez à en avoir peur. Et surtout les pays qui en ont le plus peur, c'est des pays qui sont émergents. Pourquoi? Parce que comme je vous le raconte depuis longtemps, la problématique pour ces pays-là, c'est que en étant un pays qui se cryptoise, bah, vous travaillez souvent avec les cryptos et les stablecoins. Et du coup, les stablecoins, c'est avant tout quoi? C'est avant tout dollars de très loin et euros. D'accord? De très loin, ces deux crypto-monnaies-là sont les plus. Enfin, ces deux stablecoins-là sont les deux plus utilisés, avec le dollar bien devant. Donc, ce que ça fait, c'est que si votre pays se cryptoise, bah, il va se dollariser par extension, parce que comme vous allez rentrer dans un monde où vous allez échanger vos cryptos pour des stablecoins, le stablecoin pour vos cryptos, votre stablecoin pour de la monnaie locale, les cryptos pour de la monnaie locale, vous avez en fait un système à 3 actifs qui va se mettre en place, dont un de ces actifs qui va être des stablecoins, avant tout des stablecoins dollars. Donc ça fait perdre de la puissance à la banque centrale. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pays qui essayent de mettre les freins sur les cryptos. Et pourtant c'est assez compliqué. Vous avez un pays qui est intéressant là-dessus, c'est l'Algérie, qui a toujours été un pays avec une gestion un peu étatique assez dure et avec une économie qui fonctionne avant tout avec son pétrole. Et l'Algérie a beaucoup de mal avec sa jeunesse parce que c'est une jeunesse qui se cryptoise très très fort. Et du coup, vous avez tous des pans de l'économie algérienne qui sont en train de se dollariser. Et ça déplaît beaucoup à la Banque centrale algérienne. Mais malgré les menaces d'emprisonnement, ce genre de choses, on n'arrive pas à faire sortir les jeunes de cette envie de détenir de la crypto. Pourquoi? Parce que la monnaie algérienne, elle se dévalue souvent dans le temps. Parce que les Algériens, ils aiment consommer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et que la monnaie, les stablecoins permettent ça. Dans le même rapport, on avait aussi les cryptos sur lesquels vous avez le plus d'offres de travail, d'accord, pour des développeurs. Donc vous voyez que les projets avec le plus d'offres de travail, c'est Terra, après Solana, après vous avez NIR, Phantom, Avalanche, Polygon, Kusama, Internet Computer, Moonriver et Algorand. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que plus vous avez d'offres de développeurs, alors là c'est avant tout en Europe et aux États-Unis, plus ça veut dire qu'il y a des startups qui veulent créer des projets ou des entreprises qui veulent créer des projets sur ces blockchains. Et plus vous voulez créer des projets sur ces blockchains, plus vous avez de possibilités qu'un projet fonctionne et que ça donne une utilité à la blockchain. Que ça soit vraiment un projet qui ait du sens, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et vous avez vraiment des fortes progressions parce que vous avez vraiment un nombre de développeurs qui travaillent sur les blockchains qui explose en ce moment. Et ça c'est intéressant parce qu'avant vous aviez un nombre de projets de blockchain qui explosait et souvent les offres de travail c'était pour travailler directement dans ces blockchains là. Et maintenant vous commencez à voir l'étape numéro 2 qui se met en place, c'est des entreprises qui travaillent sur ces blockchains et qui ont besoin de développeurs qui connaissent ces blockchains pour construire des produits par-dessus ces blockchains là. Et donc vous voyez bien qu'on monte la pyramide de valeur
Et ça, c'est intéressant. C'est un peu comme si à l'époque, Orange recrutait beaucoup d'ingénieurs pour déployer le réseau télécom et le réseau Internet. Et puis après, il y a des gens qui ont commencé à déployer, à recruter beaucoup d'ingénieurs pour déployer des sites web, pour construire des applications par-dessus. Et donc, vous voyez bien que c'est un truc qui se construit dans le temps. Et donc, ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez le nombre de la croissance, ça, c'est intéressant pour voir l'utilisation de la blockchain sous-jacente. Alors, attention, quand vous partez de une annonce de développeur et que vous en avez 3, vous faites 300% de croissance. Mais ceux qui sont les plus importants en volume, d'accord, c'est Terra, Solana, Phantom, Avalanche, Polygon, Kusama et Algorand. Les autres, ils sont un peu plus petits en volume, mais ils arrivent un peu derrière. Au niveau des jeux dans la blockchain, comme on en parlait tout à l'heure avec Stepin, sur lequel je vous mettais en garde, vous avez le nombre de jeux, d'accord, donc à peu près 1000 jeux, donc ça c'est déjà beaucoup. Vous voyez que ça commence à se stabiliser, alors qu'il y avait eu une très forte hausse cet été. Là, ça commence à se stabiliser, il y a des jeux qui s'arrêtent, ce genre de choses. Par contre, vous voyez le nombre total de joueurs, alors là on est en milliers, hein, d'accord, donc vous êtes à 2 millions, d'accord, vous voyez que ça progresse plus. Donc ça, c'est un peu gênant. C'est vraiment assez gênant même. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Et quand on va un peu en dessous, d'accord, au Q1, d'accord, les top 10 des jeux sur la blockchain, d'accord, et vous avez en daily unique active wallet, donc en joueur unique, on va dire, même si un joueur peut avoir plusieurs wallets et jouer sur plusieurs wallets, mais on ne va pas rentrer dans la complexité, vous voyez que vous avez certes de la croissance très forte pour Crazy Defense Heroes, ce genre de choses, avec des taux de croissance très très élevés, mais vous voyez que les plus forts, c'est Splinterland ou Alien World, moins 24% sur Alien World, Splinterland, moins 4%, Axis, vous êtes certes à une hausse de 28%, mais vous êtes qu'à 37 000 joueurs journaliers. Bombe crypto, même chose. Enfin, vous êtes quand même sur des choses qui sont assez faibles. Alors d'accord, il y a des taux de croissance qui sont encore à 2 chiffres. Mais pour vous donner une idée, sur Bomb Beach, sur des jeux mobiles comme Candy Crush, etc., vous êtes sur des joueurs, des joueurs journaliers qui sont au-dessus du million, d'accord. Donc vous en êtes très très loin. Et vous êtes même au-dessus des 10 millions pour certains jeux. Donc vous en êtes très 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 loin. Et ce qui pose surtout des problèmes, c'est que les premiers jeux qui étaient arrivés il y a longtemps, c'est-à-dire Splinterland, Alien World, qui étaient les jeux sur la blockchain Wax, d'accord, bah vous voyez que c'est quand même des jeux qui étaient montés à 100 000 et qui ont du mal, qui ont vraiment des décroissances maintenant. Donc vous n'avez pas de jeu qui arrive à avoir une croissance vraiment de long terme ou avoir une hyper croissance comme on a dans le mobile. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir se poser des questions, même si effectivement vous avez des jeux qui commencent quand même à être intéressants. Moi, je vous invite à suivre surtout Crazy Defense Heroes, qui a vraiment une très forte croissance, qui est un jeu sur la blockchain qui est un peu type JRPG. Alors je pense que ça ne durera pas dans le temps, parce que je pense que le modèle économique est pas tenable dans le temps, mais c'est quand même un jeu qui est assez intéressant en ce moment à suivre. Mais je trouve pas, en fait, ce qui me dérange dans ce modèle-là, c'est que je trouve aucun jeu qui a un modèle économique de long terme et du sens et qui ait une croissance comme ça qui se fasse dans le temps et où je peux me dire va y avoir 5 millions de joueurs, 10 millions de joueurs, ce genre de choses. Parce que c'est ce que vous allez chercher. Parce que si vous allez sur la blockchain, sur des jeux avec 200 000 joueurs par jour, enfin, ça représente pas grand-chose. Vous avez eu encore une panne sur Solana cette semaine, donc c'est la 7e panne depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Le service a été mis hors service à 22 h samedi hors heure de Paris. Pourquoi? Parce que vous aviez des bots qui saturaient le service à hauteur de 4 millions de transactions par seconde. Donc pour vous donner une idée, hein, 4 millions de transactions par seconde comme ça, même si vous vous appelez Visa ou Mastercard, vous ne gérez pas ça. Donc il y a une problématique là-dessus. Comme c'est des réseaux qui sont un peu ouverts, c'est plus facile d'aller envoyer énormément de requêtes envers le réseau, alors que c'est plus difficile pour aller envoyer énormément de requêtes sur le réseau de Visa ou de Mastercard.
Donc ça, c'est une problématique. C'est aussi un avantage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand Solana va être capable de gérer ce flux de transactions, vous savez que déjà Solana, ça processe plus de transactions que ce que processe à la seconde Mastercard ou Visa. D'accord? Mais quand Solana va être capable de gérer ces flux massifs d'attaques qu'il a de la part de certains botnets, et ben ça va donner encore plus de mots et encore plus de valeur à Solana. D'accord? La question, c'est est-ce que Solana techniquement va être capable de le faire, ou est-ce que c'est juste une blockchain qui va souvent subir des attaques et du coup ça va être complexe. Mais il y a quelque chose qui va en faveur de Solana. À chaque fois qu'ils ont subi une attaque, l'attaque suivante qui a réussi à les mettre down a été encore plus importante. Et donc ça veut dire que si à chaque fois l'attaque est encore plus importante, ça veut dire que le coût de l'attaque est toujours de plus en plus important. Donc ça veut dire que le nombre de personnes qui peuvent vous attaquer diminue avec le temps. Parce que quand ça vous coûte 100 millions d'attaquer une blockchain, ne peuvent le faire que ceux qui ont un vrai intérêt à le faire. Et donc ça devient assez limité, d'accord. Donc vous rentrez dans quelque chose qui est assez rare. Et à ce moment-là, je vous dirais que si quelqu'un, si un pays a eu envie d'attaquer Google ou Facebook, ça peut se faire aussi. Tout est une question de coût. Mais c'est intéressant parce que ça pousse les équipes de Solana à faire en sorte que leur blockchain soit la plus robuste possible. La question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de le faire, jusqu'où ça va aller, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir voir un peu le travail au niveau purement du code de la blockchain Solana. Encore une fois, n'oubliez jamais, ce qui donne de la valeur à une blockchain, c'est certes son utilité, c'est-à-dire les gens qu'il y a derrière, mais c'est aussi le code de la blockchain et le fait que la blockchain soit scalable, qu'elle puisse être utilisée par beaucoup de monde d'une manière fluide, ce genre de choses. Donc vous avez l'aspect technique et l'aspect utilisation. Si vous avez l'aspect technique mais que vous n'avez aucun utilisateur, votre blockchain ne vaut rien. Si vous avez les utilisateurs mais que votre blockchain est toujours dans les choux parce qu'il y a trop d'utilisateurs, votre blockchain ne vaut rien. Il faut vraiment les deux choses en parallèle. C'est ce qui a fait que Google est devenu Google, que Facebook est devenu Facebook, que LinkedIn est devenu LinkedIn. D'accord? Il y avait les deux choses en parallèle. Sur Ethereum, vous avez eu des frais de transaction qui étaient très élevés avec le lancement de AppCoin, mais vous avez eu des frais de transaction qui ont été assez faibles sur les Layer 1 et les Layer 2. Là, vous le voyez, hein. Donc sans de TH, vous voyez les frais de transaction qui sont assez faibles. Metis Network était le plus bas avec 0,02 centimes. Swap Token, le plus bas c'était 0,15 centimes et c'était aussi Metis Network. Donc vous voyez que vous avez quand même des choses qui diminuent. Il faut savoir que pendant un certain temps, les transactions sur Ethereum étaient vers 50-55 dollars la transaction et les layers 1 et les layers 2 étaient aux alentours de 2, 3, 4 dollars. Là, on est en train de descendre et ce que demande Vitalik, enfin ce qu'a complété Vitalik en dessous, c'est de dire que à long terme, il fallait que quasiment toutes les layers 1 et les layers 2 soient sous 5 centimes la transaction pour que ça ait du sens. Moi, je vous dirais même que même quand on compare à une transaction sur un réseau carte bancaire, ce genre de choses, il faudrait qu'à terme, ça soit sous les 1 centime la transaction. Et à ce moment-là, on serait sur des choses qui ont vraiment du sens et qui vont vraiment prendre de la part de marché aux cartes bleues, ce genre de choses. Vous avez aussi Crypto.com cette semaine qui a sabordé sa propre crypto-monnaie. Alors comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est simple, hein. Chez Crypto.com, vous aviez une carte de crédit, d'accord, qui vous donnait des rewards, d'accord, qui étaient assez importantes, hein, voilà. Et pour avoir ces rewards-là, il fallait stacker des CRO, c'est-à-dire les mettre dans un coffre en garantie pendant X temps, ce qui faisait qu'il y a beaucoup de gens qui gardaient du CRO, d'accord, et qui le stackaient. Et en échange, sur chaque dépense que vous faisiez sur votre carte, vous aviez un cashback. Donc généralement, le cashback pour les Ruby, Royal Indigo et Indie Green et Jade Green, il était de 4%. D'accord? Et le cashback pour Icy Wave, Obsidian, etc., il était vers 10%. Avec les CRO stackés. Vous voyez que maintenant, avec les CRO stackés, on est passé à 5% pour les Obsidiennes. Et on est passé à 1,5 pour les Indigo et à 3% pour les Icy Wise et les Frosted Rose Gold. D'accord? Donc ça a bien baissé. Donc du coup, ça a fait râler, la crypto s'est effondrée, donc Crypto.com a réagi en disant qu'en fait ils allaient changer le modèle, donc
Les grosses cartes, donc Obsidian, Icy Wave et Frosted Rose Gold, vont être à 8% de cashback. Et les autres vont être mis à 4%. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que Crypto.com fait ça? Parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc là où au début Crypto.com donnait beaucoup de rewards aux utilisateurs pour prendre sa carte, comme maintenant énormément de monde a une carte Crypto.com, et ben ils sont obligés de baisser les rewards. Parce que sinon le business il n'est pas soutenable à long terme. Alors effectivement c'est une mauvaise chose à court terme pour, pour Crypto.com, mais déjà c'est une bonne chose à long terme parce que ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les cartes crypto, donc qui veulent dépenser leur crypto. C'est une bonne chose pour l'univers des cryptos parce que ça montre qu'on est en train de devenir mainstream, donc que forcément, quand vous devenez mainstream, vous ne pouvez plus avoir des taux de rendement de 150 millions de pourcents. Hein, mais ça veut dire qu'on rentre dans l'âge de raison, donc que petit à petit, on se rapproche des taux classiques de la finance, mais ça veut dire que petit à petit aussi, la crypto devient quelque chose de mainstream, d'utilisé par tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez que ça fait énormément baisser le CRO. Vous voyez que le CRO a latéralisé un petit peu dans un range. Là, il a beaucoup baissé. C'est pour ça que moi, je vous dis que à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas acheteur des altcoins encore. Parce que vous voyez, après avoir fait une grosse érection, là, on a quand même une baisse qui a été assez longue. D'accord. Et vous voyez que, bon, on a pendant longtemps été oscillé entre 5 et 10 centimes. Avec une petite hausse vers 10-15. Là, on est à 29. Je pense que la valorisation réelle de Crypto.com, c'est plutôt aux alentours de 10-15 pour valoriser l'utilisation et le nombre d'utilisateurs qui sont rentrés dans les années 2019, 2020, 2021. Donc quand même, on peut pas, enfin, vous pouvez pas valoriser comme à l'époque 5 centimes, ça c'est clair. Alors ça peut aller à 5 centimes, mais je pense que la valorisation réelle, si on fait un taux d'utilisation, ce genre de choses, on est plutôt sur quelque chose qui va être de l'ordre de 15 centimes, quelque chose comme ça. Donc on est encore un peu cher, mais on commence à se rapprocher de prix qui commencent à être vraiment des prix agressifs sur lesquels on va pouvoir faire des achats sur les altcoins, à mon avis. Dans Parlons Crypto cette semaine, on a la BCE qui a lancé les premiers tests avec des entreprises et des partenaires sur son euro numérique. D'accord. Donc ils ont invité certains partenaires à s'inscrire pour avoir les premiers designs de l'application, ce genre de choses, et faire les premiers tests de paiement. Donc ça c'est intéressant. On a aussi Ethereum qui a dépassé les 10% d'Ether stackés dans la blockchain. Donc c'est un vrai switch vers le proof of stake, du passage du proof of work au proof of stake. Ça garantit aussi une certaine stabilité parce que plus il va y avoir d'Ethereum qui vont être stackés dans la blockchain, plus, entre guillemets, le nombre d'Ethereum qui vont servir à faire de la spéculation va être limité. Donc ça, c'est des choses qui vont être assez intéressantes. On continue avec l'hebdo gaming. Donc, on a eu les résultats d'Intel. Donc, pour Intel, la pénurie de semi-conducteurs, ça va durer jusqu'en 2024. C'est ce que le CEO nous dit à CNBC à la suite des résultats d'Intel. Donc, voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu le nombre de puces qui sont créées dans le monde. D'accord. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une augmentation. Hein. Donc, vous voyez que là, on est en 2019. Ça a un petit peu diminué avec une forte diminution alors qu'il y avait commencé à y avoir une augmentation à la fin 2019, une forte diminution dans les premiers mois de 2020 parce qu'avec le Covid ça a été compliqué. Vous voyez que depuis le 08 2020, on est vraiment dans une forte hausse parce qu'il y a des chaînes de production qui commencent à se mettre en place, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une explosion de la demande que vous avez dans le secteur des semi-conducteurs parce que les voitures deviennent autonomes, parce que il y a 5 ans, assez peu de voitures avec des radars de recul. Maintenant, toutes les bagnoles ont des radars de recul, donc il faut forcément des semi-conducteurs pour ça. Voilà, ce genre de choses. Dites-vous bien une chose, il y a 10 ans, les véhicules représentaient pour le marché des semi-conducteurs moins de 10% de la demande. Cette année, les semi-conducteurs qui vont aller pour les véhicules, c'est 45% de la production mondiale de semi-conducteurs. Donc en fait, ce qui pose un problème, c'est la transformation massive vers la voiture intelligente qui n'a pas été prévue par les fondeurs
et ça c'est problématique. Mais vous commencez à avoir quand même des nombres d'usines qui vont être mises en place, ce genre de choses. C'est pour ça que moi je suis très bullish aussi sur les fondeurs et sur tous ceux qui sont liés à l'univers des semi-conducteurs. Parce que beaucoup de monde vous disent le pic de la consommation de semi-conducteurs il a été là, ça va rediminuer. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que je pense que peut-être le nombre de voitures produites va diminuer, donc ça va diminuer le nombre de semi-conducteurs qu'on va avoir, mais ça va être compensé par le nombre de semi-conducteurs par voiture qui va augmenter et par le fait que tout devient intelligent. Le frigo, le machin, le truc. Donc vraiment, pour moi, on est dans une hyper consommation de semi-conducteurs qui va tracer un nouveau cycle haussier pour les semi-conducteurs qui va durer, à mon avis, une bonne dizaine d'années. Et je pense que la pénurie sur certains composants va durer, ça dépend des composants. Pour les composants les moins chers, comme vous avez dans les véhicules, les semi-conducteurs de très bas niveau, ça va sûrement durer jusqu'en 2024. Pour les semi-conducteurs de plus haut niveau, à mon avis, fin 2022, début 2023, on va commencer à être déjà dans des choses un peu plus simples. D'ailleurs, ça vous montre bien que c'est la demande qui crée un problème et c'est pas on a détruit des capacités de production, c'est pas les Ukrainiens fournissent plus du gaz donc on peut plus produire comme on produisait avant, ce genre de choses. C'est bien la demande qui a explosé parce que quand vous regardez Sony et Microsoft, ils vous communiquent bien que le nombre de consoles qu'ils produisent est beaucoup plus important à date de lancement égale comparativement à la génération précédente. Donc ça veut dire que la demande a explosé avec le temps. Donc vous voyez que là, vous avez le chiffre d'affaires des semi-conducteurs. Donc vous voyez que vous avez une hausse qui a été assez forte là. Là, vous avez une baisse, c'est avec les mois de 2020 qui ont été compliqués. Hein, d'accord. Vous avez une reprise avec 2021. 2022, ça va être encore une reprise. Et moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que du coup, on va avoir un peu moins la vague comme on avait là. Déjà en 2016, on avait eu un cycle baissier qui avait été très très court et qui était très vite remonté. Et je pense que là, on va avoir, à mon avis, à beaucoup de temps avant d'avoir un cycle baissier, sauf fermeture à Taïwan, ce genre de choses. Mais ça sera plus lié à des choix de gouvernement sur une obligation du secteur de fermer les usines de semi-conducteurs qu'à une vraie problématique de demande. Donc au niveau des ventes de consoles, vous voyez en 2022, 2,08 millions de PS5, 2,52 millions de Xbox One X et 5,13 millions de Switch. Voilà. Donc toujours la même chose. Hein. Microsoft qui grappille un peu des parts de marché sur la PS5. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Les chiffres, c'est pas les chiffres sur l'année totale, hein, c'est les chiffres de l'année 2021 arrêtés à la date à laquelle on est en ce moment. Donc c'est les 5 premiers mois de l'année. D'accord. Voilà. Vous voyez, là, on a fait une comparaison entre ce que vendait la Switch. Vous voyez que la Switch qui avait quand même fait un très bon départ. Première semaine, elle vend là, deuxième semaine, ce genre de choses. Et vous voyez que la PlayStation fait les mêmes ventes que la Switch. Alors que généralement, les consoles Xbox et Sony se sont toujours moins vendues que les consoles Nintendo. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le lancement de la Switch, enfin le lancement de la Nintendo, le lancement de la PS5 et de la Xbox One X, vous avez le même courbe de lancement que la Switch. Alors après, généralement la Switch a une capacité à vendre dans le temps qui est plus élevée que ce que fait Sony et Microsoft, et c'est quand même quelque chose qui est un indicateur sur la puissance du cycle d'équipement des consoles et des nouvelles consoles, des consoles nouvelle génération. On continue avec Square Enix qui fait all-in sur le futur en décidant de vendre ses studios européens, américains et canadiens qui vendent à Embracer, la compagnie finlandaise. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'ils vont récupérer 300 millions de dollars et ils vont l'investir dans le cloud, dans l'AI et dans les jeux pour blockchain. Donc ça c'est l'idée de Square Enix. Ce qu'ils vendent, ça faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 8 millions d'EBITDA, d'accord. Donc c'était assez faible. Donc pour vous donner une idée, ils vendent ils vendent à peu près entre 35 et 40 fois l'EBITDA, donc c'est quand même assez cher. Après, c'est des jeux, c'est des studios qui avaient fait
des jeux qu'on bidé l'année dernière. Donc je pense aussi que c'était une manière pour les Japonais de se recentrer sur le Japon. Je suis pas sûr que ça soit le bon call. Je pense qu'avec 300 millions d'euros pour investir dans la blockchain, dans l'IA et dans le cloud, on va pas très loin. Quand en face de vous, vous avez Sony, Microsoft, etc. Moi, je pense que c'est vraiment pas le bon choix qu'a fait Sony. Mais bon, voilà. Ça reste. Euh, ça reste intéressant, d'accord. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, du coup, ça permet à Embracer euh, de, de publier des nouveaux jeux. Alors, Just Cause, Outrider et Life is Strange sont pas compris là-dedans, hein, d'accord. Donc, ça reste des jeux qui sont des jeux Sony, des jeux Square Enix, d'accord. Par contre, ça permet à Embracer de récupérer, bon, comme je vous l'ai dit, 200 millions de revenus, 8 millions d'operating income. Ça permet de récupérer des jeux triple A pour Embracer. Donc ça met quand même un pipe de jeux triple A pour Embracer qui est colossal, qui dépasse largement celui d'Ubisoft maintenant, celui d'Activision, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, là, vous avez le deal, la rationnelle du deal. Aller acheter des développeurs aux États-Unis, aller acheter des jeux AAA, aller payer assez peu cher, mettre du back catalogue dans les jeux. Donc l'intérêt aussi pour Embracer, c'est qu'ils vont récupérer 50 jeux en back catalogue, donc ça élargit largement leur back catalogue, donc ça leur permet de créer des deals globaux avec des acteurs comme Sony et Microsoft et d'avoir vraiment une puissance encore plus forte en disant on apporte un catalogue qui est considérable, d'accord. Donc voilà. L'idée, c'est quand même que l'opération, elle est fondée sur le fait que ça va avoir un EBITDA légèrement positif sur 2023, 2024, 2022. Et par contre, qu'en 2024, enfin fin 2024 et début 2025, va y avoir des gros AAA qui vont sortir, qui vont amener un EBITDA bien plus positif. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que bah, du coup, Embracer récupère une licence très très forte comme Tomb Raider, récupère 2X et récupère aussi une partie des jeux mobiles et des licences mobiles de Square Enix. Et ça c'est intéressant parce que Square Enix avait beaucoup misé sur le mobile, ils n'ont jamais vraiment réussi à percer. Et Embracer, ils sont très très forts dans le mobile et ils ont vraiment vocation, ils nous l'ont dit au conf call, à utiliser les licences comme ça dans le mobile et ils pensent qu'il y a moyen de créer des micro-jeux dans le mobile avec ces licences-là. Il allait gagner beaucoup d'argent en tirant profit de ces brandings-là. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc là, bon, il vous explique le pipeline, la manière de faire, le fait que les US vont devenir le premier pays en nombre de jeux développés avec le Canada qui vont être deuxième. Donc ça focus beaucoup Embracer sur l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Le pipeline devient vraiment considérable. 230 jeux sur les 5 années à venir, avec plus de 30 AAA. Donc ça, vous êtes sur quelque chose de considérable, hein. C'est même un peu plus que le pipeline de EA, hein. C'est un peu plus large que le pipeline de EA. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Et vous savez, quand on est dans ce qu'on a dans Netflix, ce genre de choses, on sait qu'il faut toujours des nouveautés pour alimenter un système de vente par abonnement à l'utilisation, comme le sont les systèmes de game as a service. Donc pour ça, il va falloir énormément de jeux, et donc des jeux qui vont être des jeux dont les gens vont les attendre parce que c'est des triple A qui sont attendus, quitte à ce que ça soit un bid, mais c'est des jeux qui vont être attendus, donc qui vont permettre à Sony et à Microsoft de dire restez abonnés parce que le mois prochain il y a tel jeu qui sort. Donc il faut toujours qu'il y ait des nouveautés. Et donc là, quand vous avez un pipe aussi large que ce que fait Embracer, vous êtes quand même devenu un partenaire très très fort et très très important. D'accord. Sachant que vous avez toujours la même chose, l'idée que ces IP, vous pouvez les monétiser après dans des films, dans des séries, dans des livres, dans énormément de choses. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc vous voyez là le catalogue of IP, hein, Tomb Raider, 2X, Sif et Legacy Kane.
Donc voilà, donc c'est quand même 4 IP, dont 2 IP vraiment très fortes qui sont récupérées par Embracer. Moi je trouve que récupérer Tomb Raider pour 300 millions à l'heure actuelle, c'est quand même pas très cher. Voilà. Enfin, moi j'aurais été Ubisoft, j'aurais fait le call juste pour récupérer Tomb Raider parce que je trouve que Tomb Raider et Assassin's Creed ça se complète assez bien, qu'ils avaient des bonnes compétences pour faire le même style de jeu. Donc je suis déçu que qu'Ubisoft ait pas fait le call. Mais ça vous montre juste toujours la même chose, c'est que Embracer, c'est des gens qui sont très agressifs, qui ont du temps, qui sont suivis par des fonds d'investissement qui sont très sérieux. Bon, Ubisoft, c'est une société en difficulté, qui a un peu de mal, ce genre de choses, etc. L'autre avantage aussi, c'est que bah, ils vont pouvoir faire des jeux de société, ce genre de choses, ils nous l'ont dit, hein, avec le rachat d'Asmodée. Donc le but, ça va être aussi de créer vraiment de l'attraction avec les autres clients, et ça va être aussi d'occuper beaucoup les studios qu'il y a là. Parce que les studios qu'il y a ici, des fois, ils avaient des périodes de creux quand il n'y avait pas des nouveaux gros AAA qui étaient décidés par les Japonais. Et les Japonais avaient beaucoup de mal à distribuer du travail sur des jeux japonais à des Occidentaux. Et là, pour Embracer, ça va être beaucoup plus facile. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une période de creux pour un studio, on va réutiliser les développeurs de studio là pour les mettre sur d'autres projets pendant quelques temps, le temps qu'on décide de quel jeu on va lancer dans le futur. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes aussi pour, pour, pour comment ça s'appelle pour, pour Embracer, pardon. Bon, là, ils vous disent, ils ont sécurisé 4 milliards en plus, donc avec les premiers loans maintenant de 6 milliards. Bon, voilà, ils ont 10 milliards de facilité de crédit. Bon, voilà. Leur but, c'est de repasser sous une dette nette de moins d'une fois l'EBITDA. Donc ça, il va falloir qu'ils génèrent de l'EBITDA de manière importante, mais ça, ils sont plutôt en très forte croissance. Donc je pense qu'ils vont créer quelque chose. Ils créent vraiment un groupe colossal. Donc voilà. On continue aussi avec les revenus de Microsoft pour le Q3. D'accord. Donc là, vous les avez dans le temps. Donc une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Des revenus, des contenus et des services qui ont augmenté de 4%. Et qui représentent 80% de revenus. Et du matériel qui a augmenté de 14%. Donc là, vous voyez, content et de services. Vous voyez, Q3 2015, on était sur à peu près, on faisait à peu près 1,8 milliard. Donc ça veut dire qu'on faisait 1,2 milliard de content et de services. D'accord. 7 ans plus tard, on va faire, donc on doit être sur 700 millions et on fait 3,7 à peu près. Donc on fait 3 milliards de services et de contentes. Donc on fait quasiment un fois 2,5 par rapport à ce qu'on faisait en 2015. Et vous voyez que ça explose de plus en plus. Parce que vous voyez que de là à là, ça a explosé. De là à là, ça a explosé. Et pourtant, là, vous voyez qu'on était sur une génération de 2015 à 2020, qui était la génération précédente de matériel. Et là, on va être sur un nouveau cycle d'équipement en matériel qui va forcément driver les revenus de content et de services. Donc on voit qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme pour Microsoft dans la business unit Xbox. Donc ça va être des choses qui vont être intéressantes, hein. On a Twitch qui a annoncé qu'il allait réduire les parts des revenus de 70 à 50% dans les abonnements pour les créateurs. Et pour les plus gros créateurs seulement. Le but c'est quoi? C'est de pousser les plus gros créateurs à arrêter d'être juste sur des Twitch Prime, mais à mettre plus de publicité. Pourquoi ça? Parce que là vous voyez, je vous ai pris les derniers quarters d'Amazon sur la publicité, sachant que Twitch appartient à Amazon, et vous voyez quand même que la croissance a un tout petit peu diminué sur la publicité. Là où ils sont passés de 0 à quasiment 5 milliards très rapidement, ils ont du mal à passer des 5 aux 10 milliards. Et donc c'est dans un mouvement de long terme d'Amazon qui consiste à dire qu'il faut qu'ils aient une part très importante de la publicité en ligne avec Google, Facebook et Microsoft. Et ils veulent être le quatrième acteur. Alors Microsoft, c'est surtout à travers LinkedIn, hein, donc vous pouvez le mettre un peu de côté. Mais les deux gros acteurs sur le secteur, c'est Google et Facebook. Et ils veulent absolument devenir le troisième gros acteur sur la publicité. Et donc ils sont en train vraiment de retravailler
tout ce qu'ils font sur Twitch et tout ça pour faire une publicité qui est dans tout l'écosystème Amazon. Et donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes et qu'il va falloir suivre. Chez Activision, l'Assemblée Générale a voté à 98% en faveur du rachat de Microsoft. Enfin, en faveur du rachat par Microsoft, pardon. Sony a recruté chez PlayStation deux anciens vétérans, hein, donc Chris Davis de Kabam et Olivier Courtemanche, un ancien cadre de Meta et Zynga. Le but c'est quoi? Le but c'est d'aller pousser les licences de Sony dans le milieu du mobile. Pourquoi? Parce que ce que veut faire Sony, c'est faire des jeux qui sont complémentaires aux jeux sur console, les amener sur mobile et gagner de l'argent sur mobile. Et ils sont vraiment dans une idée où il faut qu'ils poussent sur mobile et dans la monétisation de leur IP sur mobile. Et donc le but, c'est vraiment de pousser la monétisation sur un nombre de secteurs le plus large possible et plus juste d'être dans on crée des jeux pour notre console, pour vendre notre console et pour vendre nos jeux. Et puis on est dans notre écosystème et on sort pas de notre écosystème. D'accord? Et vous avez NetEase qui a fait sortir son PDG, donc William Dingley, qui a laissé la place à des nouveaux acteurs. Pourquoi ça? Parce que NetEase est une société qui est très présente en Chine et le gouvernement chinois pousse un peu pour que les anciens cadres de ces sociétés soient remplacés parce que voilà, le parti communiste chinois pensait que beaucoup de ses patrons se pensaient au-dessus un peu des lois et tout ça, et on est un peu dans une nouvelle qui consiste à virer un peu tous ces anciens patrons, à en mettre des plus jeunes et des nouveaux qui sont plus proches du parti, qui vont plus respecter le parti. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Il y a eu la même chose chez Alibaba, il est en train d'arriver la même chose chez Tencent, et il y a la même chose chez NetEase. Et on a Rovio qui a publié un premier semestre 2022 de très bonne facture parce qu'ils ont publié un chiffre d'affaires en hausse à 85 millions de dollars, en hausse de 26%. On continue du coup avec l'hebdo des marchés. Donc on commence avec Covid, quelle surmortalité. Donc le but là c'était un peu de vous montrer ce qu'on peut faire avec de la science, hein, des données, et pourquoi c'est important de comprendre ces données et d'avoir un regard critique dessus. D'accord? Donc ça c'est un grand papier qui est sorti sur The Economist et sur le Lancet. D'accord? Donc ça consiste à essayer de travailler pour essayer de voir s'il y a eu beaucoup plus de morts avec le Covid que ce qu'on pense. D'accord? Donc là vous voyez, vous avez le nombre de morts reportés par l'OMS. Donc vous êtes à 7 millions. D'accord? Vous avez le nombre de morts, l'évaluation par l'IHME, donc qui est un institut de data lié à la médecine. Vous voyez, on est entre, on va dire, 12 et 19 millions de morts. Vous avez les datas du Lancet entre 18, allez, on va dire plutôt 17 et 19, d'accord, 19,5. Et là, vous avez The Economist Model. Et donc ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on a fait ce modèle-là? Le modèle, il est intéressant parce qu'il tient en compte le nombre de la surmortalité qu'on a vu, d'accord, dans les pays, avec des gens qui sont morts, combien on a enterré de gens comparé à d'habitude, ce genre de choses. Les sous-consommations dans certains items. Donc, quels sont les items qu'on a moins consommés qu'avant? Donc, si par exemple il y a une surmortalité chez les personnes âgées, est-ce que sur certaines typologies d'items qu'on utilisait plus, les couches pour les personnes âgées, ce genre de choses, est-ce qu'on en a moins consommé, plus consommé? Et vous faites un algorithme comme ça qui va vous faire un modèle. Alors forcément, comme vous êtes sur un algorithme qui va vous faire un modèle et que les données en Europe, aux États-Unis, vous les avez avec une certaine qualité, mais quand vous allez en Inde, au Brésil, etc., la qualité des données, elle est assez mauvaise. Bah, vous voyez que vous avez quand même quelque chose qui est très très large. D'accord? Bon, pour vous donner quand même une idée, si on prenait le modèle du Lancet ou le modèle du The Economist, donc en regardant les pandémies précédentes, il y avait 138 morts pour 100 000 personnes en 1957-58, d'accord? 111 en 1968-69, d'accord? Donc là, on serait, si on avait eu le même taux de mort qu'en 68-69, on serait sur 8,8 à 10 millions de personnes qui sont mortes. Donc c'est très loin des modèles statistiques qui sont ici, d'accord? Là. Alors du coup,
il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous vous rendez compte, ça veut dire que avant, la médecine progressait. D'ailleurs, on l'a vu là entre 57, 58 et 68, 69, avec un taux qui a diminué quand même, hein, qui est passé de 138 à 111, parce que la médecine a fait des progrès, ce genre de choses. Ok. Donc vous pouvez vous dire, on est en 2025, enfin 2025, on est en 2020, et la médecine n'a pas progressé. Et je l'ai vu dans certains commentaires et dans certains trucs. Alors là, c'est là qu'il faut être un peu plus intelligent que la moyenne. Et c'est très intéressant parce que macroéconomiquement, c'est souvent pareil. Et il faut aller voir la data un peu plus loin. Donc déjà, ce que vous voyez, c'est les données. Donc vous voyez que France, Allemagne, vous êtes très très proche entre ce que l'IHME valorise et ce que les pays reportent. Donc ça, c'est déjà très intéressant parce que ça veut dire que la capacité de travailler sur la donnée et d'avoir des données terrain est très très bonne en Europe. Et ça, c'est quelque chose de vital pour avoir des bonnes idées de ce qu'il faut faire à long terme. Vous voyez que par exemple en Inde, entre ce que le gouvernement dit et ce qui s'est passé, il y a un vrai delta. Au Brésil, la même chose. Au niveau mondial, il y a un vrai delta aussi. Aux États-Unis, il y a un vrai delta aussi. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Et vous voyez que pour une fois, on va faire cocorico, parce que j'ai entendu pendant tout le Covid des gens à la télé me dire les Allemands, Angela Merkel, qu'est-ce qu'elle a bien géré. Je me suis engueulé avec des gens, et ben vous voyez que statistiquement, hein, les Allemands, ils ont reporté moins bien que les Français. Nous, on avait un très bon retour du terrain. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un mourait, à chaque fois que quelqu'un, on savait pourquoi et on le mettait dans le Covid. Et on était capable. On a peut-être été même trop loin. Parce que quand des gens ont des cancers et chopent le Covid et qu'on considère qu'ils sont morts du Covid, bon, ça peut se discuter, d'accord? Ça peut se discuter. Mais on avait quelque chose qui était très propre. Donc ça montre quand même qu'il faut arrêter de s'auto-flageller comme on le fait souvent en France. Parce que quand je vois des gens qui me disent nos enfants ils savent pas compter, nos industries c'est de la merde, nos politiques ils sont cons, notre hôpital il part en lambeaux, vous avez quand même des choses, c'est-à-dire qu'on a été capable de gérer la crise épidémique en ayant des remontées de terrain qui sont très très efficaces. Et ça, bah, il faut quand même s'en attribuer les lauriers et être un peu positif là-dessus. D'accord donc, donc voilà. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que si vous prenez la courbe là et que vous vous dites, en 1959-58, 138 morts pour 100 000. En 1969, 111 pour 100 000. Et maintenant, si on regarde la courbe, on serait plutôt aux alentours de... allez, si on prend les trucs pessimistes des économistes, on serait plutôt aux alentours de 150. Donc ça a augmenté. Oui, mais pourquoi ça a augmenté? Parce que regardez un petit peu, ça c'est les courbes de la population mondiale et de la démographie de la population mondiale. Regardez un petit peu, 1950-1960, c'est ici. Vous voyez la courbe? Il y a très très peu de personnes âgées, d'accord? Il y a très très peu de personnes âgées. Votre courbe, elle est très très faible. Les au-dessus de 60 ans sont très faibles. Ils représentent très peu. Vous voyez que par contre, si on prend 2018, la courbe des au-dessus de 60 ans, elle est très très large. Donc ça veut quand même dire que si vous voulez raisonner en innovation, en manière de faire de la médecine, ce genre de choses, on a été capable d'être assez proche au niveau du nombre de morts et même dans les worst case scénarios de The Economist, hein, même si on prend les chiffres ici, on a été capable d'être très proche des pandémies et du nombre de morts qu'on avait en 1957 et en 1968, d'accord, à quelques dizaines près par centaines de milliers d'habitants sur la Terre. Au niveau global terrestre, sachant qu'en Inde, vous n'avez pas la même manière de soigner qu'ailleurs, hein, d'accord. Donc il y a quand même des grands progrès à faire. On a été capable d'être bien meilleur qu'avant, parce que la population mondiale est beaucoup plus vieille. Donc, elle est plus sensible aux pandémies. Donc, ça vous montre le progrès considérable qu'on a fait en médecine en 60 ans. Et ça, pour le comprendre, il faut voir toute la big picture. Et si vous vous arrêtez juste là, à ces trucs qui sont dans les papiers, vous avez loupé 90% de la big story de long terme. Parce que la big story de long terme, elle est vraiment ici. D'accord?
et elle n'est pas dans les données que je vous ai citées plus haut. Si vous mettez les choses bout à bout, vous comprenez la chose, et du coup vous vous dites, c'est quand même génial, on vit dans un monde où on a été capable de faire beaucoup mieux qu'avant, alors qu'on avait beaucoup plus de risques qu'avant. Et donc ça vous montre quand même que l'innovation, elle a été majeure. Vraiment majeure. Parce que si vous contrôliez, alors c'est quelque chose que j'ai essayé de faire à la main, alors c'est pas parfait parce que je l'ai fait sur un coin de table, mais si on contrôlait en se disant que les personnes âgées, chaque année, au-dessus de 60 ans, vous rajoutez du risque et tout ça, on aurait plutôt, si on avait été aussi efficace que dans les années 1960 pour soigner les gens, on aurait 1960-1970, on aurait plutôt dû être aux alentours de 400 à 450 personnes mortes par 100 000 habitants. Vous vous rendez compte la différence colossale que ça fait. Et je pense qu'on est encore très loin de voir ce qu'on est capable de faire, parce qu'on a l'ARN messager, on a plein de choses qui rentrent dans le secteur de la santé, et donc ça vous montre vraiment les progrès qu'on fait. Et là où toute la journée à la télé on se flagelle en disant l'inflation, nos enfants ils savent pas compter, la guerre en Ukraine, ce genre de choses, faut quand même voir aussi les côtés positifs de ce genre de choses et de ce que vous apporte l'innovation. On continue avec le flash crash sur la bourse, les bourses nordiques qui ont eu lieu le 2 mai, hein, d'accord. Donc ce flash crash, il est dû pas au PMI, hein, parce qu'il y avait eu les PMI allemands juste avant et tout le monde s'était dit c'est la faute des PMI, d'accord. Donc comme c'était la faute des PMI, c'était normal que toutes les bourses mondiales se cassent la figure. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé juste avant les PMI sur la bourse d'Oslo, à cause d'un trader de Citigroup qui a envoyé un ordre qui était trop gros, d'accord, sur plusieurs actions, et qui a fait baisser l'indice de 8% d'un coup sec, mais c'était ce qu'on appelle un fat finger. C'est-à-dire que c'était une erreur, en composant un ordre, il a mis quelques zéros de trop, et du coup, bah, ça a foutu le bordel. D'accord. Donc ça, c'est le problème. C'est un problème qui est venu de Citi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la bourse d'Oslo a perdu 8%. Ça a été très proche des communications des PMI. Donc tout le monde s'est dit que c'était les PMI. Donc toutes les bourses européennes se sont mis à se casser la figure. En disant que Oslo avait juste surréagi pour une question de volume, ce genre de choses. Et moi le premier, c'est ce que j'ai pensé au début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est totalement l'inverse. Et ça vous montre la manière dont l'information peut être traitée dans le monde boursier. Et de la manière dont actuellement on a excessivement peur. Tout se casse la figure. Au lieu de se dire qu'il y a un fat finger qui a fait du volume sur la bourse d'Oslo et qui a mal géré son coût, on s'est dit, ah, c'est les PMI allemands, parce qu'ils sont un peu trop bons, donc ça va driver l'inflation, donc va y avoir des hausses de taux, donc le prix des actions, ceci, cela, et effondrement du marché. Effondrement du marché. Donc ça c'est intéressant, ça vous montre un petit peu le fait que dans le marché actuel, bah, y a un manque de profondeur, qu'il y a une transmission des rumeurs qui va très très vite et qui s'auto-alimentent, et qu'il y a beaucoup de robots. Pourquoi? Parce que quand le Nasdaq OMX s'est cassé la figure à Stockholm, ça s'est très vite cassé la figure ailleurs, en France, ça a suivi très vite. Et ça, c'est pas des gens qui l'ont fait, mais c'est des robots qui ont vu qu'à Stockholm il y avait, et qu'on dit putain, à Stockholm il y a quelque chose, donc ça veut dire que ça va venir en France, il y a une news. Je connais pas la news, mais c'est pas grave, je vends. Et ça, c'est quand même, ça vous montre quand même la construction actuelle du marché, qui est quand même une construction qui est très complexe, et qui montre que ça peut très vite exploser à la hausse et très vite exploser à la baisse, parce qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre de marché, si vous voulez. Il y a juste des robots qui s'auto-alimentent, et il suffit d'une petite news pour que ça explose. D'ailleurs, on va le voir, c'est valide avec beaucoup d'autres informations. Alors, est-ce que c'est quelque chose de rare? Vous voyez, ça c'est ce qui s'est passé, c'est vite remonté, mais on a eu du mal quand même à remonter au niveau près ce qui s'est passé. Hein. À remonter, on est redescendu. C'est que bah, ces fat fingers, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. En 2014, c'était arrivé sur l'indice du Nikkei. Ça arrive en gros tous les 2-3 ans qu'un trader se plante et que ça fasse casser le marché. Ça vous montre à quel point l'humain est quand même faillible. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Ça vous montre aussi à quel point les banques n'ont pas appris de leurs erreurs. Parce que moi, je me demande quand même
quelque chose, c'est comment c'est possible qu'on laisse la possibilité à un trader de trader quasiment 10% du volume journalier d'un indice. Enfin, c'est un truc, ça me paraît complètement fou. Donc ça veut dire que malgré ce qui s'est passé en 2008, malgré ce qui s'est passé en 2014 au Japon, etc., il n'y a toujours pas des contre-mesures qui disent attends, là tu t'es sûrement planté sur ton ordre, tu devrais regarder, t'as dû mettre un zéro de trop. Tu vois. Donc ça montre quand même que les banques ont toujours pas appris de leurs erreurs. Ça vous explique pourquoi moi je déteste détenir des banques. Parce que je pense que c'est toujours, des actifs qui sont problématiques. Et moi je demande à voir combien City aura perdu sur le move. Donc ça, je pense que sur le mouvement, la banque a pu perdre beaucoup. Et quand vous pouvez perdre beaucoup comme ça, bah, c'est quand même dérangeant. Alors que Microsoft ou Google, ils perdent pas beaucoup sur une journée parce qu'un mec s'est trompé sur une virgule, quoi. C'est quand même... donc à long terme, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Ce qu'on voit, c'est que bah, ça continue, hein, parce qu'en Chine, il s'est passé exactement la même chose, avec Alibaba qui a subi ce début mai un flash crash, qui a fait perdre 26 milliards de capitalisation pour un homonyme. Parce qu'un journal a publié une news en disant qu'un certain Jack Ma, d'accord, avait été arrêté en Chine, et du coup tout le monde s'est dit que c'était le Jack Ma de Alibaba. Donc l'action a perdu 10% en ligne droite, avant que la police ne dise que c'était un homonyme et que bon bah voilà il y avait rien. Et le groupe est revenu et l'action est revenue à son prix actuel, d'accord. Donc donc l'idée c'est quand même de vous montrer que il y a quand même beaucoup de fragilité dans ce marché. Et ce qui a fait du mal à Alibaba, c'était le fait que ça soit un Jack Ma et que la raison, ça soit incitation à la subversion. Donc les marchés ont tout de suite construit une histoire par-dessus en se disant qu'il y avait une problématique, ce genre de choses. Donc là, ça vous montre vraiment la notion de fragilité du marché qu'on a actuellement. Et ça, c'est quand même pas des bonnes nouvelles, parce que ça veut dire que c'est très difficile. Soit ça peut vraiment tomber très violemment, soit ça peut remonter très violemment. C'est en fait, vous voyez le pire, et donc si le pire arrive, vous avez quand même un risque de diminuer. D'un autre côté, on est tellement en train de pricer le pire que s'il commence à y avoir des choses positives, ça peut rebondir très très violemment. Donc voilà. Et vous avez un autre petit graphique, c'est l'inflation par la perte de compétitivité, c'est ce dont on parle assez peu souvent, d'accord. Moi je pense que l'inflation, vous savez que je pense qu'elle va diminuer à long terme, mais ce que nous montre la construction aux États-Unis, c'est que les employés américains ont perdu de la compétitivité. Pourquoi? Parce que là vous avez le nombre de travailleurs dans le milieu de la construction et le nombre d'heures travaillées. D'accord. Et ce que vous voyez, c'est qu'on est revenu au plus haut d'avant-crise du Covid, d'accord, ici. Et pourtant, le nombre d'heures travaillées, il y a un delta de 5%. Donc ça veut dire qu'il y a eu une perte de compétitivité coût de 5% pour le milieu de la construction américaine. Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. Parce que, encore une fois, vous voyez ça, vous prenez que ça, et vous dites, 5% de perte de compétitivité, l'inflation, ça va monter. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il y a en partie ça parce qu'en fait, il y a du mal à obtenir les matériaux de construction aux États-Unis. Donc vous avez des travailleurs dans le bâtiment qui sont embauchés mais qui ne peuvent pas travailler autant de temps que nécessaire sur le chantier. Donc ça pose des problèmes. Ça, c'est vraiment problématique. D'accord. Voyez aussi autre chose. C'est que cette perte de compétitivité qu'on a là, ça fait quoi? Ça veut dire que le salaire horaire de ces gens-là, pour l'entreprise, il a augmenté. Donc il y a certes l'augmentation des salaires qu'on est en train de voir aux États-Unis, plus la perte de compétitivité qui fait que le salaire horaire par production à l'heure de ces gens-là, il n'est pas du tout équivalent ici par rapport à ce qu'il était ici. D'accord? Vraiment pas du tout équivalent. D'accord? Mais vous commencez quand même à avoir des fortes incitations à investir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un groupe, que vous avez du mal à recruter,
que les personnes que vous recrutez, elles produisent moins, et qu'en plus vous êtes obligé d'augmenter les salaires, vous êtes payé pour investir massivement dans la technologie pour faire des gains de productivité. Donc les soucis inflationnistes que vous trouvez là vont créer des gains de productivité massifs que vous retrouverez ici. Vous voyez, en janvier 2019, vous avez... pardon, parce que... non, en janvier 2019, c'est pas là. C'est ce que vous trouvez ici. D'accord? Avec le nombre d'employés ici qui monte et le nombre d'heures travaillées qui monte plus que le nombre d'employés. Et là, vous avez un gain technologique qui se met en place. D'accord? Et vous voyez que on revient juste au niveau des horaires de ce qu'on avait là. Donc ce gain technologique, on l'a plus ou moins un peu perdu, mais pas totalement. Mais moi, je pense que quand on voit ça dans beaucoup de secteurs, ça va pousser massivement à investir dans les robots, dans l'IA, dans ce genre de choses. Et ça va être le gain déflationniste du prochain cycle. D'accord? Et ça va être vraiment massif. Et on continue, encore une fois, avec l'inflation. Pourquoi? Parce que je vous ai sorti un petit tweet. Parce que je vois beaucoup de gens dire, tu te rends compte, les prix sont au plus haut par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Et dire, l'inflation est là. Bah non. Bah non. La déflation n'est plus là, si tu veux, mais l'inflation n'est pas là. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple par l'absurde, tous les journaux ont publié aujourd'hui en disant le diesel aux États-Unis a dépassé son plus haut de 2008. Sauf que le plus haut de 2008, c'était 4,76 dollars. Inflaté de l'inflation qu'on a eue, qui était très légère, d'accord, quelques pourcents par année, c'est 14 dernières années, parce que c'était en 2008 et en 2022. Le prix, d'accord, il devrait être à 6,30 le gallon pour être équivalent à ce qu'il était en 2008. Et vous voyez qu'on est qu'à 5,59. Qu'à 5,09. Pardon. Compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, on est très loin du pic qu'on a eu en 2008 inflaté. Donc soit vous voyez la chose en vous disant on a déjà fait une très forte progression. Et il y a encore de la marge pour faire de la progression vu qu'on n'est pas au pic qu'on a eu en 2008. C'est possible. C'est votre vision. Soit vous êtes plutôt dans la vision comme la mienne. On a déjà fait une hausse en pourcentage qui correspond à bien plus que ce qu'on avait fait au point bas du cycle précédent 2008 jusqu'au point haut de 2008. Donc comme pour moi c'est plutôt le pourcentage qui va compter, on a déjà fait le gros de la hausse. Il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus loin, sauf problématique de guerre. D'accord? Donc, s'il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus loin, ça veut dire qu'on est toujours tendanciellement dans un secteur en déflation. Parce qu'on devrait faire un plus haut à 6,30, on va faire un plus haut qui va être à 5,5, peut-être 6, donc qui va quand même être en dessous, et après on va reprendre un cycle de baisse des prix et un cycle déflationniste. Donc on serait plutôt toujours dans une courbe de déflation de long terme, mais dans laquelle on fait des vaguelettes comme ça. Et donc là, on serait plutôt sur un point haut, avec une réinflation, mais qui va driver la déflation du prochain cycle. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que dans tout ce que vous voyez dans les prix des biens et des services, il faut quand même que vous intégriez l'inflation. Parce que si vous comparez le prix du charbon en 1999, et que vous dites, tiens, le prix maintenant, il était à 10 € en 1999 et il est à 12 $ maintenant, il y a eu une inflation de 20%. Non. C'est pas comme ça que ça marche. La masse monétaire, elle a explosé, la valeur du dollar, elle a diminué. Non. Il faut comparer à dollar constant. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une bonne réflexion. Et ce que vous voyez, c'est que à dollar constant, c'est pas la même chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui vous disent, par exemple, pour les conducteurs de camions aux États-Unis, la période est aussi difficile maintenant que ce qu'elle l'était en 2008, c'est faux. Parce que maintenant, on est à 5,50 $ le gasoil, mais on était à 6,30 $ le gasoil à l'époque. Donc, c'était quand même plus compliqué à l'époque que maintenant. Alors après, il faut ajuster des prix du fret, avec l'inflation, ce genre de choses. Il faut faire une matrice globale, on est d'accord.
Mais globalement, si vous faites cette matrice globale, on est quand même dans un secteur qui est plus favorable à l'industrie des camions et des transporteurs aux États-Unis maintenant que ce qu'elle était en 2008. Légèrement, mais qu'il est quand même encore un peu plus. Pas de beaucoup, mais toujours un peu plus. Donc voilà, encore une fois, si ça vous a plu de comprendre un peu ces choses-là, d'avoir des explications sur comment on comprend l'inflation dans le temps, la manière de lire ces graphiques, ce genre de choses, l'innovation, etc. N'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider juste en dessous. Vous pouvez aussi nous suivre et nous poser des questions sur la-rédaction-tech publication avec un s-agora.fr, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet opportunité avec un s-techno avec un s. Donc maintenant, on va passer aux questions. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à retourner voir nos vidéos sur YouTube, à les liker, à les commenter, à les partager à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à notre Twitch aussi, sur le bouton violet et sur le bouton rouge sur YouTube. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, on avait quoi Pas trop d'accord. Ce genre de choses. Bah, ça dépend. Faudrait que tu m'expliques le radiateur encore banni, sur quoi t'es pas trop d'accord. Parce que comme je fais à la fin, voilà. Le problème avec les bus autonomes pour le moment, c'est la gestion des carrefours dans les trafics. Ils ont fait des tests en Belgique, à Louvain, Le Neuve, et ils devaient bloquer par des feux de circulation, ce genre de choses. Oui, mais c'est un principe qui est pas que sur les bus. Vous avez un principe en ingénierie, d'accord, et en robotique, qui est un théorème. Ça s'appelle le théorème de. Putain, le rond-point qu'il y a au-dessus des Champs-Élysées, c'est le rond-point des places de la Nation, ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà. Enfin, ce rond-point-là, il y a un théorème en informatique qui porte son nom. Pourquoi? Parce que si vous voulez valider comment s'appelle, une voiture autonome, vous essayez de la faire prendre ce rond-point. Parce que c'est tellement le bordel que la plupart des voitures autonomes n'arrivent pas à le prendre, même en étant assistées. Est-ce que ça devient pas risqué d'acheter des actions US à long terme au vu de la valeur actuelle euro-dollar? Acheter maintenant, c'est quand même partir en MV sur le long terme, non. Ah oui, bah acheter maintenant, c'est acheter avec un euro qui est faible. Ça, on est d'accord. Après, bon, si vous achetez avec un euro que vous jugez faible de 10-15%, qu'est-ce que ça change à long terme si vous voulez détenir l'action pendant 10-15 ans? Pas grand-chose. Après, si vous voulez la détenir 2 ans, c'est sûr que c'est plus compliqué. Alors ça, c'est encore un mec qu'on va bannir. Parce qu'on n'achète pas des followers ici. Combien de hausse des taux ce soir? Alors, moi je vise sur 0,50 de hausse des taux, grand maximum. Avec une vision plutôt l'économie est encore un peu solide, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être négatives. Donc on va augmenter les taux, on va réduire le bilan, mais on va pas aller trop loin. Ça m'étonnerait qu'ils parlent de faire 0,75 au prochain ou ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je pense qu'ils vont faire 0,5 et ils vont peut-être, à mon avis, dire qu'ils vont faire. Moi, si j'étais eux, je dirais qu'à la prochaine, je ferai entre 0,25 et 0,5. Pour me laisser un peu d'opportunité en cas où l'économie se retourne encore un peu plus. Et je pense que 0,5, avec la force du dollar à l'heure actuelle, c'est déjà une sacrée hausse des taux. Ça ferait 0,5 là plus 0,5 la prochaine fois, ça ferait 1. C'est déjà pas mal. Non, je dois la regarder, la G de Berkshire. Je l'ai enregistré, mais je l'ai pas suivi. Bonsoir, Jules. T'arrives à la fin, du coup.
Du coup, voilà. Du coup, écoutez, je vais vous partager les informations. Donc, si vous voulez appeler Younes, que vous avez un problème ou ce genre de choses, vous faites, ou que vous voulez comprendre un petit peu le service premium Elephant Investing Club, vous pouvez le faire. Vous appelez Younes au 01 44 59 91 11. Et après, hop, je vais vous mettre les petits liens. Hop là. Et on s'arrêtera ici. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les semi-conducteurs. Je pense qu'on a une nouvelle ligne qui arrive et les prix vont forcément baisser en 2023. Ouais, mais en fait, ça c'est intéressant. C'est ce que beaucoup de monde m'a dit. Arthur, les prix vont baisser. Et en fait, moi j'ai dit toujours la même chose aux gens. J'ai dit le problème, c'est qu'en fait, si le cycle précédent était comme ça, quand on mettait des nouvelles lignes de production, le prix baissait. Et en fait, le volume ne compensait pas la baisse des prix. Je pense que là, dans le cycle de production actuel, on a une telle pénurie que le volume va compenser la baisse des prix. Donc en fait, on va pas avoir on va pas avoir une montée en taille de marché qui va être comme ça par vaguelette. Mais là, on va avoir une montée qui va être en ligne droite comme ça et qui va pas faire de vaguelette avec un moment où on redescend et où il faut le temps que le marché remonte ses prix et absorbe les capacités de production, ce genre de choses. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Bye bye.